Bonjour à tous les spectateurs. Bienvenue dans Votre choix. L'histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui est une affaire qui a secoué tout un quartier de Lyon. À 50 ans, ma belle-mère a épousé un homme de près de 20 ans son cadet. Certains disaient qu'elle était aveuglée par l'amour, d'autres chuchotaient qu'elle était tombée dans les griffes d'un gigolo. Je n'y croyais pas avant la semaine qui a suivi le mariage, où elle n'a pas fait un seul pas hors de sa chambre. Puis, la 8e nuit, un son étrange m'est parvenu. J'ai défoncé la porte et la scène, qui s'est offerte à mes yeux, m'a laissé pétrifié sur place. Si vous voulez connaître la vérité qui se cache derrière cette histoire, restez avec nous. Je m'appelle Chloé, j'ai 33 ans, et je travaille comme comptable dans une société d'import-export. Marié depuis 6 ans, j'ai un fils de 4 ans, Léo. Ma vie conjugale avec mon mari, Julien, était globalement paisible. Si ce n'était pour ma belle-mère, Madame Isabelle Dubois. Les voisins l'appelaient en plaisantant la reine autrefois. Âgée de 50 ans cette année, elle avait perdu son mari très jeune et avait élevé seule ses 2 fils. Mon mari, Julien, est l'aîné, un homme bon et travailleur. Le cadet, Adrien, a tout juste 20 ans et est encore à l'université. Quand je suis entré dans la famille, ma belle-mère était encore une femme d'une grande beauté. Une silhouette élancée, une chevelure aux ondulations élégantes, une voix douce. Tout le monde disait que la belle-mère était plus jeune et plus jolie que la belle-fille. Au début, je la suivais avec une sincère admiration. Elle disait toujours « Je ne désire rien de plus que votre bonheur. Mon seul souhait est de vivre tranquillement maintenant. » Mais après la naissance de mon fils, Léo, elle a commencé à changer subtilement. Nouvelle coiffure, manucure, robe flamboyante. Elle a commencé à poster des photos sur les réseaux sociaux. Une fois, j'ai même vu une photo d'elle avec la légende « 50 ans, le véritable âge de la liberté ». Je pensais simplement qu'elle s'amusait, loin d'imaginer que c'était le début d'une tempête. Un après-midi, alors que j'étais au bureau, ma voisine d'à côté m'a appelé, la voix affolée. « Chloé, ta belle-mère est au café à l'entrée du quartier avec un jeune homme. Ils ont l'air très proches. » Ayez à samei, et mes sous bason son caso. Perplexe, je suis rentré et j'ai interrogé ma belle-mère. Elle s'est contentée de rire. « Oh, c'est un de mes anciens élèves. Les jeunes, vous avez toujours l'imagination qui s'emballe. » J'ai cru, ou plutôt, j'ai voulu croire ses paroles. Mais quelques jours plus tard, elle a commencé à sortir du matin au soir, sans jamais dire où elle allait. L'inquiétude a commencé à me gagner. Un soir, elle est rentrée tard, une légère odeur de parfum d'homme flottant autour d'elle. Soupçonneuse, je lui ai demandé prudemment « Madame Dubois, avec qui étiez-vous pour sentir si bon ?» Elle m'a jeté un regard glacial et a dit d'une voix basse et froide « J'ai le droit de vivre ma vie. Ne te mêle pas de ça. » À partir de ce moment, elle est devenue une autre personne. Plus rayonnante, des tenues plus jeunes, un rouge à lèvres écarlate. Elle a même acheté des robes moulantes que seule une jeune femme de 20 ans oserait porter. Mon mari, Julien, se contentait de secouer la tête. Laisse-la, elle a son âge, elle veut juste profiter de la vie. Mais mon cœur n'était pas en paix. J'avais le funeste pressentiment qu'une femme de son âge se jetait dans la gueule du loup. Un soir de week-end, alors que toute la famille dînait, ma belle-mère a posé doucement ses couverts et a lâché une phrase si choquante que j'en ai fait tomber mon bol. « Je me remarie. » Personne n'a pu réagir. Mon mari a écarquillé les yeux. « Pardon? Qu'est-ce que vous avez dit, maman? » « Je vais me marier. Il s'appelle Lucas Moreau, il a 32 ans, 18 ans de moins que moi. » Un silence de plomb est tombé sur la pièce. J'étais anéanti. Ma belle-mère, le visage radieux comme une future mariée, dégustait son poisson avec une sérénité déconcertante. Le visage de mon mari est passé par toutes les couleurs avant qu'il n'explose. « Maman, vous avez perdu la tête? Il a presque mon âge. Comment est-ce possible? » Ma belle-mère a jeté ses couverts et l'a foudroyé du regard. « Perdu la tête? Je suis un être humain, moi aussi. J'ai le droit d'être aimé. J'ai sacrifié ma vie pour mon mari et mes enfants. Si je veux être heureuse, ne serait-ce qu'une seule fois, vous n'avez pas le droit de m'en empêcher. » Sa voix était ferme, et mon cœur s'est mis à battre la chamade. Qui était cet homme, et pourquoi voulait-il épouser une femme qui pouvait être sa mère? 3 jours plus tard, elle a ramené ce fameux Lucas Moreau à la maison. Grand,
Le teint pâle, le parler courtois, il était plutôt bel homme au premier abord. Mais son regard était froid, et il y avait quelque chose de sournois en lui. Alors que je lui servais un verre d'eau, il m'a jeté un coup d'œil et a esquissé un sourire énigmatique. Le genre de sourire qui vous met mal à l'aise. Ma belle-mère, elle, semblait nager dans le bonheur, comme une jeune mariée. Elle s'en est vantée à tout le quartier, a réservé une salle de réception somptueuse, commandé une robe de dentelle blanche et assez de roses rouges pour remplir la maison. Les gens du quartier chuchotaient. Certains la félicitaient, d'autres la critiquaient. Mais elle n'en avait cure. Le jour du mariage, elle m'a dit « Chloé, je vais vivre avec mon mari maintenant. Cette maison est à vous. Occupez-vous bien de Léo. » J'ai forcé un sourire. « Oui, Madame Dubois, ne vous inquiétez pas. » Mais ce bonheur n'a pas duré. Une semaine après le mariage, ma belle-mère n'a pas mis un pied dehors. Pas un appel, pas un message, elle ne répondait même pas aux appels de son propre fils. Une nouvelle mariée, même à 50 ans, peut-elle disparaître à ce point? C'était étrange. Cette nuit-là, mon mari était en déplacement professionnel et je m'occupais de notre fils. La pluie a commencé à tomber à verse. C'est alors que ma voisine m'a appelé. Encore une fois, sa voix tremblait. « Chloé, je crois qu'il se passe quelque chose chez ta belle-mère. Personne n'est sorti depuis une semaine, mais toutes les nuits, j'entends des bruits de disputes et des objets qui se cassent. Je meurs d'inquiétude. Je n'ai pas pu tenir. J'ai enfilé un imperméable et j'ai couru. Le portail était solidement fermé, mais une lumière était allumée dans la chambre du premier étage. J'ai crié son nom, encore et encore, sans réponse. Puis, dans le bruit de la pluie, j'ai entendu un sanglot étouffé, comme celui de quelqu'un qu'on étrangle et qui peine à respirer. La terreur m'a envahi. D'une main tremblante, j'ai appuyé sur la sonnette, mais seul le silence me répondait. Un vent glacial a parcouru mon échine. Sachant que c'était insensé, j'ai décidé d'escalader le mur. La porte de derrière n'était pas verrouillée. En entrant, une faible lueur éclairait un couloir vide. Dans l'air flottait un mélange d'odeurs de médicaments, de parfums et une odeur métallique de sang. Où était-ce mon imagination? J'ai appelé d'une voix tremblante. « Madame Dubois, vous êtes là ?» Personne n'a répondu. J'ai avancé pas à pas, comme sur un fil invisible et tendu. Arrivé devant la porte de sa chambre, j'ai distinctement entendu quelqu'un murmurer à l'intérieur, la voix pressée d'un homme. Puis le silence. J'ai poussé la porte. La lumière a jailli, et la pièce était un véritable chaos. Les draps étaient jetés n'importe comment, la coiffeuse était en désordre, et sur le lit. Je suis resté figé sur place. Je me tenais, immobile, sur le seuil. La chambre était vivement éclairée, et une atmosphère suffocante, mélange de désordre et de parfum, emplissait l'air. Sur le lit, ma belle-mère, Isabelle Dubois, était recroquevillée. Son visage était cireux, ses lèvres bleutées, et son jeune mari, Lucas Moreau, s'affairait à remplir un sac sur la table, les mains tremblantes. J'ai crié, horrifié. « Madame Dubois, que se passe-t-il » Lucas s'est retourné brusquement, le visage blême. « Ah, Chloé, belle-maman a fait une crise d'hypotension. Je m'occupe d'elle, mais à cet instant, mon regard a été attiré par une ecchymose violacée qui s'étendait de son cou à sa clavicule. Un frisson d'horreur m'a parcouru. Il a immédiatement tiré la couverture pour cacher la marque. Balbutiant, elle s'est cognée contre le coin du lit. Je me suis approché et j'ai pris la main de ma belle-mère. Elle était glacée, et tout son corps était parcouru d'un léger tremblement. J'ai dit rapidement « Il faut l'emmener à l'hôpital, tout de suite ». Lucas a levé la main pour m'arrêter. « Ce n'est pas la peine, j'ai appelé un médecin. Il va arriver. Chloé, vous devriez rentrer maintenant. » Son ton m'a glacé le sang. Il ne montrait aucune inquiétude, il voulait juste que je parte. Quand j'ai sorti mon téléphone pour appeler mon mari, il s'est précipité et me l'a arraché des mains. Sa voix est devenue grave et menaçante. « Chloé, vous allez trop loin. Je vous ai dit qu'un médecin s'en occupait. Ne vous mêlez pas des affaires d'un couple marié. » En entendant le mot « couple », mon cœur s'est serré. Isabelle Dubois était ma belle-mère, celle qui m'avait appris les bonnes manières et à rester à ma place. Mais en ce moment, elle n'était qu'une femme blessée, cachée et vulnérable. J'ai réussi à retrouver mon calme et j'ai reculé d'un pas. « Très bien, mais je reviendrai. » J'ai tourné les talons.
Mais avant de fermer la porte, je l'ai vu distinctement tirer les rideaux, puis se retourner vers ma belle-mère avec un regard froid, dénué de la moindre affection. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Le visage pâle de ma belle-mère tournait en boucle dans ma tête. Mon mari n'était pas encore rentré. Je lui ai envoyé un SMS pour lui résumer la situation. Il a répondu brièvement. Ne sois pas parano. Elle peut être juste très fatiguée. Mais mon instinct me disait que cette affaire était loin d'être simple. Le lendemain matin, j'ai préparé un bouillon et je suis retourné chez elle. La porte était toujours solidement verrouillée. Après avoir longuement appelé, il est sorti en pyjama, cheveux en désordre, visage fatigué. Il m'a barré le passage. Belle maman se repose. Elle ne veut voir personne. J'ai haussé le ton. Je voulais juste lui apporter un peu de soupe. Laissez-la là. Je m'en occuperai. La porte s'est refermée avec un bruit sec, un son froid et brutal, comme une gifle. Je suis resté là. Une pluie fine tombait sur mes épaules, mais mon cœur était en feu. Tout le quartier a commencé à jaser. Certains disaient que Lucas avait été renvoyé de son ancienne entreprise pour des dettes. D'autres qu'il ne sortait qu'avec des femmes plus âgées et riches. En entendant cela, j'ai senti mes forces m'abandonner. 3 jours plus tard, mon mari est rentré. Je lui ai tout raconté, des ecchymoses à l'attitude étrange de Lucas. Julien a froncé les sourcils. Tu ne crois pas que tu te méfies un peu trop des gens ? Si maman est heureuse, c'est ce qui compte. Elle a son âge, laisse-la vivre librement. Ah, elle. Mais tu ne sens pas que quelque chose cloche ? Elle n'est pas sortie depuis une semaine, son téléphone est éteint. Mon mari est resté silencieux, puis a soupiré. D'accord, demain, j'irai voir. Ce soir-là, Julien est effectivement allé chez sa mère. Mais 10 minutes plus tard, il m'a appelé, la voix brisée. Maman dit qu'elle va bien et qu'il ne faut déranger personne. Il n'a même pas pu voir Lucas. La maison était plongée dans le noir, et sa mère a juste entrouvert la porte pour lui dire quelques mots avant de la refermer aussitôt. En entendant cela, mon cœur s'est alourdi. Quelque chose de très grave était en train de se passer. La 3e nuit, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'aurais jamais imaginé, installer une caméra espion. J'ai demandé à un ami ingénieur de m'aider et, sous prétexte d'apporter une corbeille de fruits, j'ai caché une minuscule caméra dans un vase du salon de ma belle-mère. Les 2 premiers jours, rien de spécial ne s'est produit. Ma belle-mère ne sortait toujours pas de sa chambre et Lucas passait son temps à faire le ménage et la cuisine. Mais la 3e nuit, vers 1 heure du matin, une scène à glacer le sang est apparue sur l'écran de mon téléphone. Lucas, qui ne dormait pas, fouillait dans les tiroirs de ma belle-mère. Il sortait des liasses de billets, des titres de propriété, un à un, et les mettait dans un sac noir. C'est alors que ma belle-mère est sortie de sa chambre, les cheveux en désordre, d'une voix tremblante. « Lucas, qu'est-ce que tu fais ?» Il s'est retourné. Son regard était glacial. « Ce que je fais ? Je prends ma part. Tu croyais vraiment que je t'ai épousé par amour ? Quelle idiote !» J'ai regardé la scène, le souffle coupé. Ma belle-mère, tremblante, lui a attrapé la main. « Mais je t'ai tout donné. S'il te plaît, ne fais pas ça. » Lucas l'a poussé violemment sur le canapé en grognant. « Tu n'es qu'un portefeuille pour moi. Ton amour, je n'en ai rien à faire. » Je n'en croyais pas mes yeux. Ma belle-mère, si fière, si digne, humiliée à ce point. C'est alors qu'un cri strident a retenti dans la vidéo. Au secours. Puis l'écran est devenu noir. Le signal de la caméra était coupé. J'ai bondi. Mon cœur battait à tout rompre. Sans réfléchir, j'ai appelé mon mari. « Julien, réveille-toi. Il est arrivé quelque chose à maman. » Avant même qu'il ne comprenne la situation, j'étais déjà sorti en courant. La pluie tombait à torrents. Quand je suis arrivé, la porte était toujours verrouillée. J'ai crié « Maman, ouvrez la porte !» Personne n'a répondu. Avec mon mari, nous avons défoncé la porte et sommes entrés. La scène qui s'est offerte à nous nous a laissés pétrifiés. Isabelle Dubois était assise par terre, le visage blême. Elle serrait une mallette de documents contre sa poitrine. Lucas avait disparu. Sur la table, le téléphone de ma belle-mère était en morceaux, et sur l'écran faiblement allumé, un message texte était visible. « Si tu parles de ça, je te le ferai regretter. » Toute la maison était un champ de bataille. J'ai aidé ma belle-mère à s'allonger sur le lit.
Elle ne pouvait rien dire, elle ne faisait que sangloter. Je me suis tourné vers mon mari, et j'ai dit d'une voix étranglée. « Et maintenant, tu penses encore que je me méfie trop des gens ?» Mon mari, anéanti, a pris sa tête entre ses mains tremblantes. J'étais partagé entre la pitié et une colère sourde. Cette femme de 50 ans, sous prétexte de vouloir trouver le bonheur sur le tard, s'était jetée elle-même dans la gueule du loup. Mais tout n'était pas encore terminé. Le lendemain soir, la police a appelé mon mari. Nous avons retrouvé la voiture de M. Lucas Moreau près du vieux pont. Mais il n'y a personne, et il y a des traces de lutte. J'ai senti mes forces m'abandonner. Ma belle-mère a appris la nouvelle et s'est évanouie sur le champ. À cet instant, j'ai su que le véritable cauchemar ne faisait que commencer. Après cette nuit terrible, un lourd silence s'est abattu sur la maison de ma belle-mère. Au matin, la police est venue pour les constatations. Ils ont pris des notes et ont emporté la mallette et le téléphone cassé comme preuve. Ma belle-mère était recroquevillée dans un coin, le regard vide. Mon mari et moi étions assis à ses côtés, incapables de cacher notre désarroi. Un officier a demandé « Avez-vous eu des disputes ou reçu des menaces récemment ?» Ma belle-mère est restée silencieuse un long moment avant de répondre d'une voix tremblante. Il m'a dit que si je ne mettais pas cette maison à son nom, il partirait. Quand j'ai refusé, il est devenu fou hier soir. En entendant cela, mon mari a serré les poings, les veines de ses mains saillantes. Il a demandé les biens moins d'un mois après le mariage. Ma belle-mère a baissé la tête, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Je croyais qu'il m'aimait vraiment. Ces mots m'ont serré la gorge. Cette femme, qui avait consacré sa jeunesse à ses enfants, pensant enfin trouver un peu de réconfort, s'était fait abuser par un escroc. Après le départ de la police, j'ai commencé à ranger la maison. En nettoyant, j'ai trouvé une vieille photo sous un tiroir. Sur la photo, il y avait Lucas, mais à ses côtés, ce n'était pas ma belle-mère, c'était une autre femme, d'une quarantaine d'années, aux vêtements voyants. Au dos, une écriture maladroite disait « Lucas et Sylvie, en souvenir de la Corse, 2021 ». Mon cœur s'est emballé. Lucas avait une autre femme, et qui était-elle? J'ai montré la photo à mon mari. Il a froncé les sourcils. C'est sûrement une ancienne relation, mais leur posture affectueuse suggérait plus qu'une simple amourette. Quelque chose ne collait pas, et j'ai décidé d'en savoir plus. Je me suis souvenu que quelques SMS échangés avant le mariage étaient restés sur l'ancien téléphone de ma belle-mère. J'ai demandé sa permission et j'ai ouvert le téléphone. Dans les messages, il y avait un numéro inconnu enregistré sous le nom de Lucas. Les conversations avant le mariage n'étaient que des mots doux. « Tu es le dernier cadeau de ma vie. Marions-nous, je ne regarderai que toi toute ma vie. » Mais entre ces messages, d'autres, froids et crus, étaient insérés. « Avez-vous mis le titre de propriété à mon nom? Sinon, je ne viendrai pas au mariage. » J'ai ressenti un profond dégoût. Je n'arrivais pas à croire que ces mots sortaient de la bouche d'un homme qui parlait d'amour. J'ai pris ces messages en photo pour les soumettre à la police. Mais, à ma grande surprise, cet après-midi-là, une personne s'est présentée à la maison. C'était une femme d'une quarantaine d'années, grande, les cheveux attachés en un chignon strict, au regard perçant. Elle s'est présentée. « Je m'appelle Sylvie Durand. Je suis l'ex-femme de Lucas. Mon mari et moi nous sommes regardés, stupéfaits. Je l'ai fait entrer et lui ai offert un verre d'eau. » Elle a souri amèrement. « Vous devez vous en douter maintenant. Ce monstre n'est pas mort. Il se cache, c'est tout. » Mon mari a sursauté. « Que voulez-vous dire? Je me suis fait arnaquer par lui, moi aussi. Il y a quelques années, il m'a approché pour mon argent, m'a dépouillé de toute ma fortune, puis a disparu. J'ai porté plainte, mais la police ne l'a jamais attrapé. Puis, j'ai appris qu'il recommençait le même manège avec votre mère, et je suis venu pour vous avertir. » Sylvie Durand a sorti une liasse de documents de son sac, des photos, des contrats de prêt, des reçus de garantie. Tous portaient la signature de Lucas, avec des montants exorbitants et des tampons rouges. Elle a poursuivi. Cet homme avait plus de 200 000 € de dettes auprès de la pègre. Si je ne l'avais pas sauvé, il serait au fond de la Seine à l'heure qu'il est. Mais une fois ses dettes payées, il m'a laissé avec les miennes et a disparu à nouveau. Je tremblais de colère. Cet homme n'était pas seulement avide, il était cruel. J'ai demandé, « Savez-vous où il pourrait être maintenant ?» Il semble qu'il soit encore en contact avec quelques anciennes connaissances.
Il est probablement caché quelque part dans les environs. Mon mari a immédiatement appelé la police pour leur fournir ces informations. En regardant Sylvie Durand, un sentiment étrange m'a envahi. Un mélange de pitié et de colère. Elle était une victime, mais elle était aussi l'image de ce que ma belle-mère serait devenue si elle ne s'en était pas rendue compte à temps. Ce soir-là, je me suis assise avec ma belle-mère et je lui ai raconté prudemment toute la vérité. En m'écoutant, ses yeux se sont écarquillés et ses mains se sont mises à trembler. Il était marié? Oui, et son ex-femme a tout perdu. Maman, ne vous en voulez pas trop, ce n'est pas de votre faute. Elle a pleuré comme une enfant. Je voulais juste être un peu aimée. Je me fichais que les gens se moquent de moi, me traitent de vieille folle. Mais je ne savais pas qu'un cœur humain pouvait être aussi mauvais. Les larmes me sont montées aux yeux et j'ai pris sa main. Nous sommes là pour vous, maman. Nous n'allons pas le laisser s'en tirer comme ça. 2 jours plus tard, la police a appelé. Ils avaient retrouvé des traces de Lucas dans un hôtel bon marché près de la gare routière. Il avait utilisé de faux papiers pour tenter de fuir clandestinement au Maroc. Notre famille s'est immédiatement rendue au commissariat pour fournir toutes les preuves. Sylvie Durand a également coopéré. Mais lorsque la police a fait une descente, Lucas avait déjà disparu. Il ne restait que son téléphone, jeté dans une poubelle. À l'intérieur, il y avait un fichier audio non envoyé. Je l'ai écouté. La voix froide de Lucas a retenti. « Si je me fais attraper, ne croyez pas que vous vous en sortirez indemne. L'un de vous paiera le prix. » Un frisson m'a parcouru l'échine. À qui s'adressait-il? Ou était-ce juste une menace laissée au hasard? La police a conclu qu'il avait probablement un complice et qu'il avait planifié son approche de ma belle-mère avec quelqu'un depuis le début. En apprenant cela, ma belle-mère s'est de nouveau évanouie. Depuis ce jour, elle n'osait plus sortir de la maison. Chaque nuit, elle sursautait, persuadée que quelqu'un se tenait derrière la porte. Par pitié, j'ai déménagé chez elle pour m'en occuper. Mon mari s'y est opposé au début, mais voyant sa mère plus faible que jamais, il a fini par se taire. Un jour, alors que je nettoyais la chambre, on a sonné à la porte. Je suis sorti. Il n'y avait personne. Juste une enveloppe noire, glissée sous la porte. Dessus, une écriture maladroite disait « Merci de vous être mêlé de ceux qui ne vous regardaient pas. » D'une main tremblante, j'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une photo de moi et de mon fils prise la semaine dernière au parc. Je suis resté pétrifié. Ce monstre nous observait. Cette nuit-là, je n'ai rien dit à ma belle-mère pour ne pas la choquer. J'ai juste dit à mon mari de bien verrouiller les portes et j'ai passé une nuit blanche. Une seule phrase tournait en boucle dans ma tête. Lucas n'est pas parti. Il est encore dans les parages. Et mon intuition ne m'a pas trompé. Vers minuit, j'ai entendu le bruit d'une porte qui s'ouvrait doucement. Une ombre s'est glissée à l'intérieur et a avancé à pas feutrés. J'ai retenu mon souffle et j'ai regardé à travers l'entrebâillement des rideaux. Sous la faible lueur de la lune, j'ai vu le visage hagard, sauvage et fou de Lucas. Il a murmuré « Je suis venu récupérer ce qui m'appartient ». Avant que je ne puisse réagir, il s'est précipité dans la chambre de ma belle-mère. J'ai crié « Maman, fuyez !» Le bruit fracassant d'objets qui se brisent a retenti. Le cri perçant de ma belle-mère a suivi. J'ai attrapé le premier bâton, qui me tombait sous la main, j'ai défoncé la porte et je me suis élancé. Dans l'obscurité, je n'ai vu que le reflet d'une lame de couteau. Le cri perçant de ma belle-mère a déchiré le silence de la nuit. Mon cœur menaçant d'exploser, je me suis précipité dans la chambre, un gourdin en bois serré dans ma main. Sous la faible lueur d'une lampe de chevet, le visage hagard et pâle de Lucas est apparu. Ses yeux étaient injectés de sang, comme ceux d'une bête traquée. Ma belle-mère était affalée par terre, tremblante, serrant un bras en sang contre sa poitrine. J'ai crié « Laissez ma mère tranquille, espèce de monstre !» Lucas s'est retourné. Son regard brillait de folie. « Toi aussi, tu es avec elle? Vous voulez tous ma mort !» Sans plus de mots, je me suis jeté sur lui et j'ai abattu le gourdin avec force. Il a esquivé vivement, a repoussé mon bras, et j'ai titubé avant de tomber. La lame du couteau qu'il tenait a brillé, et s'est approchée à quelques centimètres de mon visage. « N'approche pas !» a-t-il grogné, le souffle court. « Je veux juste l'argent. Je ne veux tuer personne. » Ma belle-mère a dit d'une voix tremblante. « Lucas, reprends-toi. De combien d'argent as-tu besoin? Je te le donnerai.
Mais s'il te plaît, ne fais de mal à personne. Il a éclaté d'un rire sec, un son rauque comme du métal grattant sur la pierre. Combien? Tout, ta vie comprise. Tu penses qu'on peut acheter l'amour avec de l'argent? Quel idiote! Pendant qu'il déversait sa rage, j'ai rampé vers le coin du lit et j'ai ramassé un vase en porcelaine tombé par terre. Profitant d'un instant où il tournait la tête, je l'ai lancé de toutes mes forces. Crash! Le vase s'est brisé en 1000 morceaux. Lucas a vacillé, et le couteau est tombé. J'ai profité de cet instant pour me jeter sur lui et le retenir. Il s'est débattu et m'a projeté contre le mur. Une douleur fulgurante m'a aveuglé. Ma belle-mère a hurlé. « Chloé, sauve-toi !» Elle a rampé pour ramasser le couteau, mais Lucas a été plus rapide. Il a repris l'arme et a grogné comme une bête aux abois. C'est alors que le son d'une sirène de police a retenti à l'extérieur. Un des voisins, en entendant les cris, avait dû appeler. Lucas a sursauté, son regard a vacillé. Non, personne ne m'attrapera. Il a crié en courant vers la fenêtre, prêt à sauter. J'ai réussi à me relever et j'ai attrapé le bas de son vêtement. Arrêtez. Vous ne pouvez pas vous enfuir. Il s'est retourné. Son regard était rempli de haine. Tais-toi, espèce de bon à rien. Vous avez ruiné ma vie. Avant qu'il n'ait fini sa phrase, un coup de feu a retenti. Un tir de sommation de la police. Il s'est figé, puis a soudainement frappé sa tête violemment contre la vitre. Le sang a giclé. Il a perdu connaissance et s'est effondré, la moitié de son corps suspendu dangereusement au cadre de la fenêtre. Ma belle-mère et moi, nous sommes effondrés. La porte s'est ouverte et des policiers ont envahi la pièce. La maison était un chaos total. Un officier s'est approché pour aider ma belle-mère. « Vous allez bien, madame ?» Elle a juste secoué la tête. Des larmes coulaient sans fin, ses lèvres tremblaient. « S'il vous plaît, ne le laissez pas mourir. S'il vous plaît. » Environ 1 heure plus tard, une ambulance a emporté Lucas. Ses blessures étaient graves, mais sa vie n'était pas en danger. La maison était en désordre, mais au moins, tout le monde était sain et sauf. J'ai fait asseoir ma belle-mère sur le canapé pour soigner ses blessures. Mon mari, qui venait d'arriver, était livide. En apprenant ce qui s'était passé, il était trop choqué pour parler. C'est vrai, ce monstre est entré en pleine nuit. Je l'ai vu de mes propres yeux. À quelques minutes près, nous aurions perdu maman. Mon mari s'est effondré, a serré mes mains, puis s'est tourné vers sa mère. Ses yeux étaient rouges. « Maman, pourquoi devez-vous endurer tout ça ?» Ma belle-mère n'a pas répondu, regardant fixement la cour pluvieuse. Son regard contenait de l'amertume, du regret et une honte indicible. 3 jours plus tard, la police nous a tous convoqués pour un interrogatoire. Ils nous ont informé que Lucas avait tout avoué. Il se faisait passer pour un homme d'affaires pour approcher des femmes plus âgées et leur extorquer de l'argent. Il a admis avoir délibérément épousé ma belle-mère en sachant qu'elle possédait des économies et une maison de valeur. Il avait même prévu de vendre les terres laissées par feu mon beau-père, Michel Dubois. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est sa dernière déclaration. Je n'ai pas agi seul. Quelqu'un m'a aidé en coulisses à approcher cette femme. Je n'étais qu'un pion sur l'échiquier. Je suis resté figé. Un complice? Qui d'autre? L'enquêteur m'a regardé et a dit lentement. Selon sa déclaration, ce complice est une femme nommée Sylvie Durand. J'étais anéanti. Mais Sylvie Durand est son ex-femme. C'est exact. Mais elle n'était pas une simple victime. Dans le passé, ils ont monté ensemble une société écran pour escroquer des femmes riches. Même après leur séparation, ils sont restés en contact. Cette fois, c'est elle qui a suggéré qu'il épouse votre belle-mère pour lui prendre le reste de sa fortune, puis qu'ils s'enfuient ensemble. La pièce était silencieuse. Mon mari a frappé la table et a dit, en détachant chaque syllabe, « Alors tout ça n'était qu'une comédie depuis le début. » J'ai serré les poings. Une sueur froide coulait dans mon dos. Nous avions été manipulés comme des marionnettes. Cet après-midi-là, mon mari et moi sommes rentrés à la maison. Ma belle-mère était assise en silence devant l'autel dressé pour feu son mari. La flamme d'une bougie vacillait sur son visage hagard. Je me suis approché et j'ai posé une main sur son épaule. « Maman, c'est fini maintenant, ne vous en voulez pas trop. » Elle a hoché la tête en silence, les larmes aux yeux. « Je n'en veux à personne. Je ne m'en veux qu'à moi-même.
Je pensais avoir assez vécu pour connaître le cœur des hommes, mais j'ai été aussi stupide qu'une jeune fille de 20 ans. Je l'ai prise dans mes bras et j'ai dit, la gorge nouée. Nous sommes là pour vous, maman. Quelle que soit l'erreur, on peut la réparer. Tant que vous ne vous effondrez pas. Elle m'a regardé avec un sourire sans force et a dit doucement, merci, Chloé. Sans toi, je ne serais probablement plus en vie aujourd'hui. Je pensais que tout était terminé, mais le destin ne nous avait pas encore lâchés. Le lendemain soir, alors que nous venions de finir de dîner, quelqu'un a frappé à la porte. Je suis sorti, c'était Sylvie Durand. Le visage pâle, les yeux remplis de haine. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» ai-je demandé froidement. Elle a ricané. « Je suis juste venu vous dire un dernier adieu. Vous croyez avoir gagné ? Lucas ira en prison, mais je ne laisserai jamais passer ce que votre belle-mère a fait. C'est votre mari qui, il y a longtemps, a ruiné notre famille. Je suis resté figé. Mon mari s'est avancé. Qu'est-ce que vous racontez comme bêtise ? Elle a crié. Autrefois, Michel Dubois a emprunté de l'argent à mon père et s'est enfui sans jamais rembourser. Notre famille a été ruinée, et ma mère est morte de chagrin. J'ai grandi avec cette soif de vengeance, et j'ai fait en sorte que mon fils rembourse cette dette. J'étais anéanti. Votre fils ? Elle a grogné, des larmes coulant sur ses joues. Oui, Lucas est mon fils. Je l'ai envoyé approcher votre mère pour récupérer ce qui appartenait à notre famille. La pièce a été envahie par un silence glacial. Ma belle-mère s'est agrippée la poitrine, a suffoqué, puis s'est effondrée. J'ai crié pour appeler à l'aide, tandis que Sylvie Durand restait là, immobile, disant d'une voix rauque, « Maintenant, vous comprenez ce que ça fait de tout perdre. » La police est arrivée rapidement. Sylvie Durand a été arrêtée pour complicité et violation de domicile. Mais juste avant d'être emmenée, dans son regard, je n'ai vu aucun regret, seulement une rancune brûlante. Cette nuit-là, à l'hôpital, je veillais au chevet de ma belle-mère. Elle a murmuré difficilement, « Chloé, tu as vu ? Les gens vivent de vengeance et de ressentiment, mais au final, ils ne font que rendre leur propre vie plus douloureuse. » J'ai essuyé mes larmes et j'ai pris sa main. « Ne pensez pas à ça, maman. L'important, c'est que vous soyez en vie et que nous soyons ensemble. » Dehors, une pluie froide et fine recommençait à tomber. Mais cette fois, au milieu de la tempête, je savais avec certitude que notre famille venait de traverser le tunnel le plus sombre de sa vie. Et que désormais, tous les secrets allaient être révélés, un par un. Après cet événement, ma belle-mère est restée hospitalisée près de 2 semaines. Les blessures physiques ont guéri, mais celles du cœur ne se sont pas refermées facilement. Chaque nuit, elle appelait le nom de Lucas en plein cauchemar, ou criait à l'aide, le souffle court. Mon mari et moi devions nous relayer à son chevet. Un matin, alors que je l'abordais, le téléphone de mon mari a sonné. C'était la police. Il disait avoir ouvert l'ancien dossier de feu mon beau-père, Michel Dubois. La déclaration de Sylvie Durand correspondait en de nombreux points à une affaire de faillite survenue des années auparavant. Mon mari m'a regardé, le regard vide. La police dit que père était vraiment impliqué dans cette affaire. J'ai sursauté. Quoi ? Ce n'est pas possible. Mon mari a soupiré et a dit d'une voix sourde. Il m'a dit qu'il avait fait faillite dans le commerce du bois, mais il n'a jamais dit qu'il devait de l'argent à qui que ce soit. Mon cœur s'est alourdi. Je me suis dit que la tragédie d'aujourd'hui était peu, être née d'une faute passée de notre famille. 3 jours plus tard, la police a convoqué ma belle-mère pour un interrogatoire complémentaire. De retour à la maison, elle s'est assise en silence dans l'entrée. Le soleil couchant éclairait ses rides profondes. Je lui ai apporté un verre d'eau et me suis assise à côté d'elle. Elle a dit doucement, « Chloé, si je te raconte ça, tu vas peut-être me détester. » Je l'ai regardée et j'ai dit avec douceur, « Dites-moi tout, quoi qu'il arrive. » Elle a regardé au loin et a dit d'une voix tremblante, « C'est vrai, le père de Julien a emprunté de l'argent au père de Sylvie. Ils étaient associés dans le commerce du bois, mais quand l'affaire a échoué, le père de Julien a eu peur et s'est enfui seul dans le sud, laissant toute la dette à l'autre. Le père de Sylvie, accablé d'injustice, a fait une attaque cérébrale et en est mort. À l'époque, je ne savais rien. Ce n'est que lorsque les créanciers sont venus que j'ai compris. J'étais anéanti. Les paroles de Sylvie Durand n'étaient pas des mensonges. Ma belle-mère a poursuivi, la gorge nouée.
J'ai essayé de les retrouver pour les rembourser, mais je ne savais pas où ils vivaient. Je n'imaginais pas que leur rancune grandissait silencieusement de cette manière. Je pleurais en silence. Dans mon cœur, la pitié et la peur se mêlaient. Le fil du karma, que je croyais rompu, nous enserrait maintenant tous fermement. Cet après-midi-là, la police est venue à la maison. Ils nous ont annoncé que Sylvie Durand avait tout avoué. Elle a reconnu avoir ordonné à Lucas d'épouser ma belle-mère par vengeance. Mais le plus surprenant, c'est que lors de sa déposition, elle a affirmé que Michel Dubois n'avait pas seulement contracté des dettes, mais qu'il avait aussi détourné les titres de propriété de sa famille. En entendant cela, ma belle-mère, les lèvres tremblantes, est restée figée. Non, ce n'est pas possible. La police a présenté un acte de cession de droits fonciers datant de 1994, signé par Michel Dubois. Il y était stipulé: A accepte de céder à B la propriété du terrain pour 300 000 francs. Ce qui a stupéfié tout le monde, c'est que B était le père de Sylvie, mais que la case du témoin portait la signature de Michel Dubois. Mon mari a regardé de plus près, le visage blême. C'est bien l'écriture de mon père, mais pourquoi est-ce inversé? L'officier a expliqué. Il est probable qu'il ait utilisé ce document pour simuler une transaction, avant de revendre le terrain à un tiers pour empocher l'argent. J'étais anéanti. Un secret du passé, enfoui depuis 30 ans, revenait maintenant comme une lame pour transpercer le cœur des vivants. Cette nuit-là, mon mari a fumé cigarette sur cigarette dans l'entrée. Je me suis approché, et j'ai doucement pris sa main. Ne t'en veux pas trop. C'est la faute de la génération précédente. Nous ne pouvons pas continuer à la porter. Mon mari a souri tristement. Mais c'est à cause de la faute de mon père que ma mère souffre et que des gens se vengent encore aujourd'hui. Si père n'avait pas fait ça à l'époque, tout aurait été différent. Je comprenais que dans le cœur de mon mari, la piété filiale et la honte se livraient une bataille. Mais être que faire face était le seul moyen de sortir de cette souffrance. Le lendemain matin, ma belle-mère est sortie de l'hôpital plus tôt que prévu. La première chose qu'elle a faite a été de me demander de l'emmener au centre de détention où était incarcérée Sylvie Durand. Je m'inquiétais pour sa santé, mais elle a dit d'une voix ferme: « Je dois voir cette femme, ne serait-ce qu'une fois. » Au parloir, les deux femmes se sont assises face à face. L'une avait les cheveux blanchis, l'autre les yeux rougis par la haine. Ma belle-mère, d'une main tremblante, a posé une enveloppe sur la table. Ceci est tout l'argent de la vente de notre ancienne maison, ainsi que les titres de propriété d'un terrain en Bourgogne. Je veux l'utiliser pour rembourser la dette que mon mari avait envers votre père. Sylvie Durand a souri amèrement et a dit d'une voix rauque: « C'est maintenant que vous me dites ça? Maintenant que j'ai perdu mon père, ma jeunesse, et que mon fils est devenu un escroc. Je ne demande pas le pardon. Je veux juste mettre fin à toute cette rancune ici. Si vous acceptez, la dette de cette vie sera réglée. Si vous refusez, je le consignerai auprès du tribunal. » Un silence a suivi. Après un long moment, des larmes ont coulé sur les joues de Sylvie. Elle a forcé un sourire et a dit doucement: « Je crois que je suis fatiguée. J'ai vécu des années avec la seule soif de vengeance, mais plus je haïssais, plus mon cœur se déchirait. Reprenez-le, je n'ai plus besoin d'argent. » Ma belle-mère, d'une main tremblante, a repris l'enveloppe. Ses yeux étaient rouges. Pour ces deux femmes, autrefois ennemies, il ne restait finalement que de profondes blessures dans leur cœur. Cet après-midi-là, de retour à la maison, ma belle-mère brûlait silencieusement une lettre dans l'entrée. C'était une lettre manuscrite que le père de Julien lui avait écrite, lui demandant de ne jamais parler de cette affaire. Elle l'avait gardée pendant 30 ans, mais maintenant, elle n'en avait plus besoin. Les flammes ont dévoré le papier, emportant avec lui le souvenir d'une époque. En regardant ma belle-mère, mon cœur était lourd, mais en même temps, je sentais un certain soulagement. « Qu'allez-vous faire maintenant ?» ai-je demandé. Elle a souri, faiblement. « Je vais liquider tous mes biens et retourner dans mon village natal pour cultiver des légumes et vivre tranquillement. Pendant toutes ces années, j'ai couru après des choses vaines et j'ai oublié que la paix de l'esprit est la chose la plus importante. » Je lui ai pris la main. « Où que vous alliez, je vous suivrai. » Elle m'a regardé, les yeux pleins de larmes. « Merci. Tu es la seule personne qui ne m'a pas abandonné dans les moments les plus difficiles. Mais la vie n'accorde de répit facile à personne. » Cette nuit-là, alors que je couchais mon fils, un numéro inconnu m'a appelé.
Quand j'ai décroché, la voix d'un homme au-delà du combiné a retenti. J'ai réussi à m'évader. Le sang se paie par le sang. J'ai laissé tomber le téléphone. Glacé d'horreur, mon visage est devenu blême. Mon mari a accouru en entendant le bruit. C'était qui au téléphone? J'ai dit d'une voix tremblante. La voix ressemblait tellement à celle de Lucas. Mon mari a écarquillé les yeux. Mais il est en détention provisoire en ce moment. J'ai dégluti difficilement. Le vent sifflait dans les interstices de la petite maison. La lumière vacillait. Un frisson glacial m'a parcouru l'échine. Si Lucas était vraiment en liberté, ce cauchemar n'était pas encore terminé. Ma belle-mère, en entendant notre conversation, est devenue livide. Ce n'est pas possible. Il avait dit qu'il me pardonnait. J'ai regardé la cour sombre. Mes paumes étaient moites. Quelque part, dans l'obscurité, peut être qu'il observait encore cette maison, guettant une occasion de revenir. Après cette nuit, notre famille a vécu dans l'angoisse. Mon mari a immédiatement prévenu la police le lendemain matin, mais ils ont confirmé que Lucas était en cours de transfert vers la prison centrale. En entendant cela, tout le monde s'est efforcé de se rassurer, en se disant que ce n'était qu'une mauvaise plaisanterie. Mais l'intuition de ma belle-mère, qui en avait vu d'autres, ne se trompait pas. Elle était agitée, ne mangeait ni ne dormait, regardant constamment par la porte ou sursautant au moindre bruit derrière elle. Par pitié, je l'ai réconfortée. Maman, ne vous inquiétez pas trop. Il est en prison. Comment pourrait-il téléphoner? Elle a secoué la tête et a dit d'une voix tremblante. Tu ne comprends pas. Avant son arrestation, son regard n'était pas celui d'un homme qui a accepté la défaite. 3 jours plus tard, alors que je préparais le dîner, une nouvelle flash à la télévision m'a laissé pétrifié. Ce matin, un fourgon de transport de détenus a eu un accident sur le col du Grand Colombier. 2 policiers ont été blessés et un détenu s'est évadé. La police recherche actuellement le fugitif de 32 ans, Lucas Moreau. J'ai lâché ma louche. La soupe a giclé partout. Mon Dieu, c'est lui, ai-je murmuré. Mon mari a accouru, a regardé l'écran et est devenu livide. Ma belle-mère s'est figée, ses lèvres tremblant. Je vous l'avais dit, il reviendrait. L'atmosphère dans la maison s'est alourdie. Nous nous sommes regardés tous les 3, sans un mot. Cet après-midi-là, des policiers du commissariat local sont venus nous recommander de ne pas sortir et de bien verrouiller les portes. De signaler immédiatement toute personne suspecte. Nous avons hoché la tête, mais la peur s'était infiltrée dans chacune de nos respirations. La nuit venue, je n'ai pas pu éteindre la lumière. Dehors, le vent faisait vibrer les fenêtres, et les aboiements intermittents d'un chien faisaient battre mon cœur à tout rompre. Vers minuit, j'ai entendu un bruit de cliquetis dans la cour. J'ai bondi. Mon cœur s'est arrêté. À travers les rideaux, sous la lumière vacillante du porche, j'ai vu une grande silhouette mince qui regardait à l'intérieur. Je tremblais de tous mes membres et j'ai secoué mon mari. « Julien, réveille-toi. Il y a quelqu'un dans la cour. » Mon mari a bondi et a saisi un gourdin. Quand il a ouvert la porte, une forte rafale de vent a fait claquer la porte. L'ombre avait disparu. Nous avons balayé la cour avec des lampes de poche. Du portail à la fenêtre de la chambre de ma belle-mère, seules des empreintes de chaussures mouillées étaient clairement visibles. La peur m'a glacé le sang. Il ne pouvait s'agir que de Lucas. Le lendemain matin, je me suis levé tôt et j'ai trouvé une lettre glissée sous la porte. Sur un papier froissé, une écriture tremblante disait « Je n'ai pas encore récupéré ce qui m'appartient. Ne croyez pas que vous pourrez vous cacher éternellement. Je reviendrai au moment où vous vous y attendrez le moins. » Mon visage est devenu livide. Mon mari a lu la lettre et a frappé la table. Très bien. S'il veut sa revanche, je vais le signaler à nouveau à la police. Mais ma belle-mère l'a arrêté. Sa voix était sans force. Non, Julien. Ne l'affrontons plus. Être que cette affaire, c'est à moi de la terminer. Maman, qu'est-ce que vous voulez dire? Je dois le rencontrer une dernière fois. Si je ne brise pas cette rancune, il ne s'arrêtera jamais. J'étais horrifié. Maman, vous êtes folle. Le rencontrer, c'est du suicide. Elle m'a regardé avec un calme étrange. Certaines erreurs, Chloé, on ne peut les réparer que de ses propres mains. Le lendemain après-midi, alors que je cherchais un moyen de demander à la police de le traquer, ma belle-mère a quitté la maison en secret. Quand nous nous en sommes rendus compte, mon mari et moi nous sommes précipités à sa recherche.
Sur la table, une note écrite à la hâte. Ne vous inquiétez pas, je vais juste discuter avec lui au vieux chalet dans les bois de Sèvres. Mon cœur a raté un battement. C'était la maison où ils s'étaient cachés juste après leur mariage, isolés à la lisière de la forêt. Sans réfléchir, nous avons pris la voiture, sous la pluie battante. La route de terre sinueuse était détrempée, les roues patinaient sans cesse. Je tenais le volant fermement, mon cœur battant la chamade. Quand nous sommes arrivés, le chalet était plongé dans le noir, la porte légèrement entr'ouverte. Mon mari et moi nous sommes précipités à l'intérieur, mais ma belle-mère n'y était pas. Seule une voix venait de l'arrière. « Oui, ta mère est saine et sauve. Si tu veux la voir, viens au puits derrière la maison. » C'était la voix basse et froide de Lucas. Mon mari et moi avons couru vers l'arrière-cour. La pluie s'intensifiait, le vent sifflait entre les arbres. Sous la lumière d'une lampe de poche, Lucas se tenait près du puits, une main agrippant l'épaule de ma belle-mère. Elle était bâillonnée, le visage blême. Mon mari a crié. « Laisse ma mère tranquille. » Lucas a ricané et a dit d'une voix rauque. « Je veux juste récupérer ce que ma famille a perdu. Cette femme avait promis de rembourser, mais elle a changé d'avis. » Ma belle-mère a murmuré difficilement. « J'ai tout remis à la police. Ils s'en occuperont. » Lucas a hurlé comme une bête aux abois. « Je n'ai pas besoin de justice. J'ai besoin d'équité pour ma mère. » Puis il a traîné ma belle-mère vers le puits. Je me suis précipité en criant « Arrêtez! Si vous la tuez, votre vie est finie aussi. » Il s'est retourné brusquement. Ses yeux étaient injectés de sang. « Ma vie est finie depuis longtemps. » Il a poussé violemment ma belle-mère. Elle a titubé, mais heureusement, mon mari s'est précipité pour la retenir. Les trois se sont battus, et dans la panique, j'ai ramassé une pelle et j'ai frappé violemment l'épaule de Lucas. Il a grogné et a titubé avant de tomber sur le sol boueux. Au loin, le son d'une sirène s'est fait entendre. La police approchait, mais Lucas, les yeux brillants de folie, s'est relevé. Il a sorti un poignard caché dans sa poche et s'est jeté sur mon mari. J'ai crié « Julien, attention !» Mon mari a esquivé, mais la lame lui a effleuré le bras, faisant jaillir le sang. Sans réfléchir, j'ai poussé Lucas de toutes mes forces vers le puits. Il a perdu l'équilibre, a vacillé, et après un bref instant de silence, il a plongé tête la première dans le puits profond. Un bruit sourd, une gerbe d'eau, puis le silence. Je me suis effondré. Mon corps tremblait de tous ses membres. Ma belle-mère m'a prise dans ses bras en pleurant. « Chloé, qu'as-tu fait ?» Mon mari s'est agenouillé, le souffle court. La pluie et les larmes se mélangeaient sur son visage. Quand la police est arrivée, ils ont éclairé l'intérieur du puits avec leurs lampes de poche, mais Lucas n'était pas là. Seuls quelques morceaux de tissu sombre flottaient à la surface. Les secours ont cherché toute la nuit, mais n'ont pas trouvé le corps. La pluie redoublait de violence, comme si elle déversait sur cette terre froide 30 ans de rancune. La police a conclu à une forte probabilité de décès et a déclaré qu'elle poursuivrait les recherches. Mais dans mon esprit, son dernier regard fou ne me quittait pas. Une partie de mon intuition me disait qu'il n'était pas encore mort. 3 jours plus tard, nous sommes rentrés à la maison. Ma belle-mère était presque épuisée, passant ses journées assise à regarder par la fenêtre. Un soir, je l'ai vue sortir un chapelet en bois de santal de son tiroir, l'embrasser et murmurer « Quand un homme sème la haine, il ne récolte que la souffrance. Puisse la paix enfin régner dans notre maison. » J'ai hoché la tête en silence. Mais quand le vent a soufflé à travers les interstices de la porte, j'ai cru entendre un faible bruit dans l'entrée. Je suis sorti, et des empreintes de boue humide étaient clairement visibles sur le carrelage, des empreintes de chaussures d'homme. J'ai eu la chair de poule. C'était comme si quelqu'un, dans l'ombre, nous observait encore. Depuis la découverte des empreintes, notre famille vivait dans une anxiété constante. Mon mari a ajouté 2 verrous et installé des caméras de surveillance autour de la maison. Mais chaque nuit, le sifflement du vent contre les fenêtres me donnait des frissons. J'avais l'impression que quelqu'un, dehors, attendait que nous baissions la garde. Un matin, un policier du commissariat local est venu nous voir. Il a dit qu'ils avaient fouillé le puits et le ruisseau en contrebas, mais qu'ils n'avaient toujours pas trouvé le corps de Lucas. Cependant, à environ 2 kilomètres de là, ils avaient retrouvé un bracelet en argent qu'il portait. En entendant cela, j'ai eu la chair de poule. Un jeune policier a dit à voix basse « Il peut être encore en vie. »
La forêt derrière le puits est très dense, avec de nombreuses grottes. Quelqu'un qui connaît bien le terrain pourrait s'y cacher. Ma belle-mère est devenue livide et a serré ma main. Je le savais, il n'est pas mort. Depuis ce jour, ma belle-mère vivait comme une âme en peine. Chaque jour, elle brûlait de l'encens, priait, puis s'asseyait près de la fenêtre pour regarder dehors, comme si elle attendait le retour de quelqu'un. Une nuit, j'ai été réveillé par ma belle-mère qui murmurait dans le salon. Je suis sorti sur la pointe des pieds, et je l'ai vue, seule, assise devant l'autel de son défunt mari, tenant une vieille photo de lui. « Vous n'avez toujours pas l'esprit tranquille ?» ai-je demandé. Elle a sursauté. Ses yeux étaient remplis de tristesse. « Chloé, as-tu déjà pensé que Lucas n'était peut-être pas le fils de Sylvie ?» J'ai marqué une pause. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Ma belle-mère a soupiré et a dit d'une voix tremblante. « Autrefois, quand le père de Julien s'est enfui à cause de ses dettes, il a séjourné plusieurs mois chez Sylvie. À l'époque, elle n'avait pas de mari. Les gens disaient qu'ils étaient très proches. Si c'est vrai, Lucas pourrait être le fils du père de Julien. J'étais anéanti. Le sang s'est glacé dans mes veines. Vraiment, je ne peux pas en être sûr, mais quand je regarde Lucas, quelque chose me semble familier. Son regard, sa façon de parler. Il ressemble tellement au père de Julien. Je suis resté sans voix. Si ce que disait ma belle-mère était vrai, alors Lucas n'était pas un simple ennemi, mais un membre de notre famille, lié par le sang. Le lendemain matin, j'ai raconté cela à mon mari. Il a écarquillé les yeux. Ne dis pas de bêtises. Ce n'est pas possible. Mais ce que dit maman a du sens. Tu ne te souviens pas? Quand Lucas a été blessé, son sang a taché le mouchoir de maman. Elle a toujours ce mouchoir. On pourrait faire un test ADN. Mon mari s'est tu. Son visage s'est durci, puis il a soupiré. Si c'est vrai, alors le ciel nous punit. J'ai pris la main de mon mari et j'ai dit, la gorge nouée, qui que ce soit, nous devons y faire face. Seule la vérité peut mettre fin à ce cauchemar. Nous avons discrètement contacté la police pour leur demander de comparer l'échantillon d'ADN du bracelet trouvé dans le ruisseau avec un échantillon de sang de mon mari. 2 semaines plus tard, les résultats sont tombés, choquant tout le monde. Probabilité de lien de parenté père-fils, 99,8%. Mon mari s'est effondré, et ma belle-mère, en apprenant la nouvelle, s'est évanouie. Je l'ai prise dans mes bras, et j'ai pleuré sans fin. Cette femme avait déjà tant souffert, et maintenant un autre poignard venait de se planter dans son cœur. Cet après-midi-là, la police est revenue. Ils avaient de nouvelles informations. Un résident avait signalé avoir vu un homme ressemblant à Lucas dans une station-service à 5 km de chez nous. Il conduisait une vieille moto et portait un manteau déchiré. En entendant cela, ma belle-mère a perdu connaissance. Il était encore en vie, a-t-elle murmuré. J'ai essayé de garder mon calme. Maman, je vais demander une protection temporaire à la police. Il ne pourra pas bouger librement. Mais je me trompais. Cette nuit-là, alors que je couchais mon fils, la fenêtre s'est soudainement ouverte. Le vent a apporté une odeur âcre. Dans l'obscurité, une ombre s'est avancée. C'était Lucas. Son visage était hagard, ses cheveux en désordre, ses yeux brûlaient comme des braises. La peur m'a suffoqué, je n'ai même pas pu crier. Il m'a fait signe de me taire. N'aie pas peur. Je ne suis pas venu faire de mal à qui que ce soit. Je veux juste connaître la vérité. J'ai demandé d'une voix tremblante. « Qu'est-ce que vous voulez ?» Il m'a regardé droit dans les yeux, les siens injectés de sang. Cette femme m'a menti. Elle n'est pas ma mère. Quand j'étais en détention, quelqu'un m'a dit que j'étais le fils de Michel Dubois. Est-ce que c'est vrai? Comme je ne répondais pas, il a crié d'une voix étranglée. « Parle, je veux savoir qui je suis. » Au bruit, ma belle-mère est sortie de sa chambre en courant. En le voyant, elle s'est effondrée, les mains tremblantes. « Lucas, c'est vrai que tu es le fils de Michel, mais je ne le savais vraiment pas. » Il a reculé. Il a écarquillé les yeux, comme s'il n'en croyait pas ses oreilles. « Mensonge. Vous essayez de m'affaiblir pour m'attraper à nouveau. » Ma belle-mère a couru vers lui en pleurant. « C'est la vérité. Autrefois, il a séjourné chez Sylvie et sa mère. Ce n'est qu'après sa mort que j'ai appris qu'elle était enceinte. J'ai caché la vérité pour protéger son honneur. » Lucas est resté figé sur place. La pluie a commencé à tomber, le vent faisait vibrer le toit.
Son visage était déformé par la colère et la douleur. Alors je suis le bâtard d'un traître. Je me suis approché, et j'ai dit d'une voix aussi calme que possible, « Ce n'est pas de votre faute, Lucas. La faute incombe à la génération précédente. Arrêtez maintenant, pour que tout le monde puisse trouver la paix. » Il s'est tourné vers moi. Ses yeux étaient pleins de larmes, puis, soudain, il s'est agenouillé devant ma belle-mère. « Je vous ai haï, mais je n'ai pas pu vous tuer. Maintenant, il ne me reste plus personne. » Ma belle-mère, tremblante, a posé une main sur sa tête. « Si tu portes son sang, je t'accepterai comme mon fils. Si seulement tu arrêtes, je demanderai ta grâce pour que tu aies une chance de vivre. » Lucas a relevé la tête. Son regard a vacillé. « C'est trop tard, mère. Pour quelqu'un comme moi, il n'y a pas de retour en arrière. » Puis il a sorti un vieux pistolet rouillé de sa poche. J'ai crié, « Lucas, non ?» Mais il s'est contenté de sourire. Sa voix était brisée. « Je vais rendre la paix à tout le monde. Considérez ça comme le paiement de la dette de cette vie. Prends !» Le coup de feu a retenti. La fumée de la poudre a empli la pièce, et Lucas s'est effondré sur le carrelage, une mare de sang s'étendant sous lui. Ma belle-mère a pris son corps ensanglanté dans ses bras et a hurlé à s'en déchirer la voix. « Mon fils, ne me laisse pas. Mon fils !» J'ai soutenu ma belle-mère, en pleurant. Dehors, une pluie torrentielle brouillait même la lumière du porche. Quand la police est arrivée, Lucas était déjà mort. Dans sa poche, il ne restait qu'un petit mot. Une écriture maladroite disait « Si je pouvais renaître, je voudrais vivre comme une personne ordinaire, sans haine ni ressentiment. » Ma belle-mère a gardé ce mot pendant des années, comme un avertissement sur le prix à payer pour une succession d'erreurs. Après cette nuit, la petite maison a retrouvé son calme. Mais chaque fois qu'il pleuvait, je voyais ma belle-mère brûler silencieusement de l'encens et regarder au loin. Probablement qu'au fond de son cœur, elle entendait encore l'appel faible de ce fils que le destin lui avait apporté trop tard. Après les funérailles de Lucas, la maison était d'un calme glacial. Ma belle-mère avait maigri, ses cheveux étaient devenus presque entièrement blancs en quelques semaines. Sans un mot, sans un sourire, elle ne faisait que regarder le portrait funéraire de Lucas. Un fils dont elle avait ignoré l'existence toute sa vie, un fils qu'elle avait connu bien trop tard. Mon mari, comme pour oublier, se noyait dans le travail. Chaque nuit, je regardais la mère et le fils, assis en silence dans l'entrée, écoutant le bruit de la pluie sur le toit, la gorge nouée. Lucas avait commis de nombreux méfaits, mais au final, il n'était lui aussi qu'une victime de cette chaîne de haine qui durait depuis 30 ans. 3 mois plus tard, ma belle-mère a fait ses bagages et est retournée dans son village natal. Elle a dit doucement, comme un soupir, « Le reste de ma vie, je veux le passer à cultiver mon jardin. Je ne veux plus que personne ne parle du passé. Là-bas, je pourrai cultiver des légumes, élever des poules, écouter le bruit du vent et peut-être trouver la paix du cœur. » J'ai hoché la tête et je lui ai recommandé, « Maman, prenez bien soin de vous, et s'il y a quoi que ce soit, appelez-moi ou Julien. » Elle a souri, mais son sourire était d'une tristesse déchirante. « Oui, je sais, peut-être qu'à la campagne, je trouverai une sérénité que je n'ai jamais connue. Mon mari et moi l'avons accompagnée à la gare routière. Quand le car est parti, elle s'est collée à la vitre pour nous faire un signe de la main. Son visage vieux et fatigué a disparu peu à peu dans un nuage de poussière. Je n'imaginais pas que ce chemin ouvrirait la porte à un autre secret, qu'il fermerait un chapitre de la vie pour en ouvrir un autre, encore plus douloureux. 2 mois plus tard, j'ai reçu un colis d'une adresse inconnue en Corse. Sur l'enveloppe, il était simplement écrit « Pour Chloé, belle-fille de Madame Isabelle Dubois ». L'écriture était tremblante, mais terriblement familière. Mon cœur menaçant d'exploser, j'ai déchiré l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une lettre manuscrite et une vieille photo jaunie. Sur la photo, feu mon beau-père, Michel Dubois, se tenait à côté d'une femme tenant un nouveau-né. Au dos, il était écrit « Corse, mai 1993. Michel, Sylvie et Lucas. » J'étais anéanti. Sous la photo, il y avait une lettre que Lucas avait écrite avant de mourir. « Mère, Julien et Chloé, au moment où cette lettre vous parviendra, je ne serai probablement plus de ce monde. J'ai tout haï, les gens qui m'ont donné naissance et ce monde qui a fait de ma propre chair et de mon sang des ennemis.
Mais en apprenant la vérité, j'ai compris qu'aucun de nous n'était le vrai coupable. Le destin a simplement tout tissé comme une toile d'araignée, nous étouffant tous. Avant d'être arrêté, je suis allé en Corse, où vivait Madame Sylvie Durand. Dans un vieux grenier, j'ai trouvé cette photo et son journal intime. Dans le journal, il était écrit « Michel ne m'a jamais trahi. Si je suis tombé enceinte de Lucas, c'est parce qu'il m'a sauvé d'un accident. J'ai menti en disant qu'il était mon mari pour éviter les commérages. J'ai compris qu'un seul mensonge avait détruit 2 familles et qu'elle avait vécu toute sa vie dans la culpabilité. Maintenant, je vous demande une chose. Si possible, enterrez mes cendres à côté de mon père. Je ne suis pas son fils biologique, mais tous ces péchés ont commencé par l'erreur de ces 2 adultes. Je suis désolé de vous avoir fait souffrir. J'espère seulement qu'après mon départ, toute la haine se dissipera comme de la fumée. J'ai lu jusqu'ici, les mains tremblantes. La lettre était maculée de mes larmes. Lucas, qui avait vécu toute sa vie dans la haine, n'avait trouvé l'illumination qu'au seuil de la mort. Le plus tragique, c'est qu'il n'a compris la vérité qu'une fois que tous les chemins de retour lui étaient fermés. J'ai apporté la lettre à mon mari. Il l'a lue et est resté silencieux un long moment avant de dire doucement « Il était plus à plaindre qu'à haïr ». Nous avons décidé de cacher la vérité à ma belle-mère, dont le cœur était fragile. Mais 3 jours plus tard, elle nous a appelés. « Chloé, j'ai reçu la lettre de Lucas. Je suis resté sans voix. »« Maman, vous saviez ? » ?»« Oui, la poste en a envoyé une copie ici aussi. Je l'ai lue et relue toute la nuit. Les morts pensent à leur famille, alors que les vivants s'accrochent à leur stupide entêtement. Il y a une dernière chose que je dois faire pour cet enfant. Maman, qu'allez-vous faire ? Je vais enterrer ses cendres à côté de la tombe du père de Julien, comme il le souhaitait. J'ai eu la gorge nouée. Maman, vous en êtes sûre ? Oui. Personne ne devrait être abandonné pour avoir commis une erreur. Une semaine plus tard, mon mari et moi sommes descendus à la campagne. Sur une colline balayée par le vent, à côté d'un vieil orme, se trouvait la tombe de mon beau-père. À côté, une petite tombe fraîchement creusée. Ma belle-mère, vêtue de noir, a déposé l'urne d'une main tremblante. Elle a murmuré, comme un souffle dans le vent, « Repose en paix. La haine s'arrête ici. Maintenant, je ne dois plus rien à personne. » Un vent fort a soufflé, dispersant des pétales de fleurs sur la stèle. Debout à côté, je me suis dit que le ciel tout entier pleurait. Mon mari a baissé la tête, en larmes. Au nom de mon père, au nom de ma mère, et au nom de mon frère Lucas, je vivrai droitement et je rembourserai tout. Ma belle-mère s'est retournée et m'a pris la main. Chloé, il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas effacer. Mais si on a quelqu'un qu'on aime à ses côtés, on peut laver n'importe quel péché. J'ai hoché la tête, les yeux rougis. Les paroles de ma belle-mère sonnaient comme le point final d'une haine qui avait duré toute une vie. 3 jours plus tard, alors que nous nous apprêtions à retourner en ville, le facteur du village est venu. Il a remis à ma belle-mère une enveloppe scellée, tamponnée par le commissariat. À l'intérieur, il y avait le journal intime original de Sylvie Durand, trouvé dans la vieille maison en Corse. C'était exactement ce que Lucas avait dit. Ma belle-mère, tremblante, a ouvert le livre. Sur la dernière page, une ligne nous a tous laissés sans voix. Si un jour mon fils apprend la vérité, dites-lui, s'il vous plaît, que je n'ai jamais haï personne. Je n'ai fait que me haïr moi-même pour avoir menti. Quand l'amour se transforme en haine, il tue les 2 âmes. Ma belle-mère a refermé le journal. Des larmes sont tombées sur le dos de sa main. Tout le monde fait des erreurs, mais si on sait s'arrêter, même le ciel peut être clément. Elle s'est tournée vers moi et a dit doucement, « Je reste ici, à ses côtés, et aux côtés de Lucas, pour prier pour le repos de leurs 2 âmes. » Je l'ai prise dans mes bras. Je sentais son cœur battre, tremblant, contre ma poitrine. Une partie de la mémoire était fermée, mais la cicatrice restait. Le cycle de 30 ans de haine, d'amour et de pardon s'est finalement dissous dans le bruit du vent qui balayait les vertes collines. 3 ans se sont écoulés. Après le décès de Lucas, la vie de notre couple a lentement retrouvé sa tranquillité. Nous avons ouvert un petit café à l'entrée du quartier, et ma belle-mère est restée dans son village natal. Chaque matin, elle se rendait sur les tombes de mon beau-père et de Lucas pour brûler de l'encens et lire des prières, avant de passer sa journée à s'occuper de son potager. Je pensais que tout était terminé, mais cette peine n'était que le calme avant une dernière tempête. Un matin de juillet,
Ma belle-mère m'a appelé. Sa voix tremblait d'urgence. Chloé, il faut que tu viennes tout de suite. Les cendres de Lucas ont disparu. Je suis resté figé. Pardon? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ce matin, comme d'habitude, je suis allé à la tombe, mais la terre était retournée et le couvercle de l'urne était ouvert. À l'intérieur, il ne restait qu'un peu de cendre et rien d'autre. J'ai laissé tomber mon téléphone. Mon mari, en apprenant la nouvelle, est resté sans voix. Nous avons immédiatement pris la route pour le village. En arrivant, la scène qui s'est offerte à mes yeux m'a glacé d'horreur. La terre autour de la tombe était profondément creusée. Les marques de pelle étaient évidentes. L'urne ouverte gisait là, vide, et l'odeur de terre humide me glaçait jusqu'à la plante des pieds. Ma belle-mère était assise par terre et a dit, hébété, mais qui a bien pu faire une chose pareille? J'ai pris la main de ma belle-mère et j'ai essayé de la calmer. Maman, calmez-vous. Des pilleurs de tombes on peut être cru qu'il y avait des objets de valeur à l'intérieur. Mon mari a secoué la tête. Non, la tombe de mon père est intacte, seule celle de Lucas a été profanée. Le coupable savait exactement ce qu'il faisait. Après avoir prévenu la gendarmerie, ils sont intervenus. Après examen de la scène, ils ont confirmé des traces de passage d'un inconnu à l'aube. Dans l'herbe, des traces de pneus de moto, menant vers un sentier derrière le cimetière, étaient clairement visibles. Un jeune gendarme a dit à voix basse, « C'est un acte prémédité. Soit ils ont pris quelque chose qui était enterré avec les cendres, soit il n'est peut être pas mort. » Ces mots m'ont glacé le sang. Qu'est-ce que ça veut dire? Avez-vous personnellement identifié le corps lors de l'inhumation des cendres? J'ai eu la gorge nouée. À l'époque, la police nous avait remis une urne scellée, en nous disant qu'il avait été incinéré à la prison. Personne d'entre nous n'avait osé l'ouvrir. Un frisson glacial m'a parcouru. Mon mari a serré mon épaule. Nous nous sommes regardés, comprenant que ce cauchemar n'était pas encore terminé. Cet après-midi-là, je suis allé voir le prêtre de la paroisse voisine. C'est lui qui avait célébré la messe pour Lucas. Le prêtre, un homme bienveillant, a dit lentement, « Madame, il semble que le lien entre cette âme et votre famille ne soit pas encore rompu. Depuis la messe, mon cœur était lourd. Cette âme n'a pas encore trouvé le repos. » J'ai demandé d'une voix tremblante, « Que voulez-vous dire par pas encore trouver le repos? » Je veux dire qu'il n'a peut être pas encore complètement quitté ce monde, ou que son corps n'a pas été réduit en cendres. Si cette urne était vraiment vide, vous devez vous préparer. Je suis sorti de l'église, l'esprit confus. La pluie a commencé à tomber à verse, et le bruit des gouttes sur le toit en tôle sonnait comme quelqu'un qui frappait à une porte depuis l'au-delà. Cette nuit-là, alors que toute la famille était réunie dans la petite cuisine, ma belle-mère a soudain dit à voix basse, « Ces derniers jours, je rêve sans cesse de Lucas. Il ne dit rien, il se tient juste au chevet de mon lit et me regarde, mais son regard est si triste. Mon mari a passé un bras autour des épaules de sa mère. C'est parce qu'il vous manque, maman? » Elle a secoué la tête. Non, dans le rêve, ses vêtements étaient trempés, comme le jour où il est tombé dans le puits. Ces mots m'ont glacé le sang. J'ai regardé par la fenêtre. Dans l'obscurité totale, un éclair a zébré le ciel, illuminant la silhouette d'un homme debout derrière la clôture. J'ai crié. « Qui est là ?» Mon mari s'est précipité dehors, mais quand il a allumé la lumière, il n'y avait personne. Seule une nouvelle empreinte de chaussures mouillées était visible sur le carrelage. Ma belle-mère s'est agrippée la poitrine, tremblant de tous ses membres. Mon Dieu, c'est lui. Il est vraiment revenu. Le lendemain matin, je suis sorti faire des courses. En revenant, je suis passé devant la poste du village et l'employé m'a interpellé. « Madame Chloé, une lettre pour vous. » Il n'y a pas d'expéditeur. J'ai ouvert la lettre. À l'intérieur, il n'y avait qu'un petit bout de papier. L'écriture était maladroite. Ne cherchez plus. Je n'ai jamais quitté cet endroit. Je suis resté figé sur place. C'était sans aucun doute l'écriture de Lucas. J'ai montré la lettre à mon mari. Il a serré les poings et a dit d'une voix rauque, « C'est absurde. Il est mort. J'ai vu le sang. J'ai entendu le coup de feu. J'ai vu le corps être emporté. » Ma belle-mère s'est effondrée et a fermé les yeux. Peut-être qu'il n'est pas vraiment mort ce jour-là. Quelqu'un a peut-être menti pour couvrir quelque chose. J'ai demandé d'une voix étranglée, « Qui, selon vous, maman ?» Elle a répondu lentement,
La police, peut être, pour clore l'affaire rapidement, ils ont fait semblant de l'incinérer. Ou alors, quelqu'un l'a aidé à s'enfuir. 3 jours plus tard, la gendarmerie du canton nous a contactés. Ils avaient trouvé de l'ADN correspondant à celui de Lucas autour de sa tombe, ce qui signifiait qu'il était probablement revenu lui-même pour profaner sa propre sépulture. J'étais horrifié. Alors, il est en vie, et il a pris l'urne lui-même? C'est exact. Et il est très probablement dans les environs. Je me suis tourné vers ma belle-mère. Son visage était livide. Je le savais. Il n'est pas parti. Il est encore ici. Cette nuit-là, la pluie est revenue. Le vent s'engouffrait par la fenêtre, et son bruit ressemblait à quelqu'un qui appelait un nom. Assise près de la fenêtre, je me disais que ce n'était que mon imagination. C'est alors que quelqu'un a jeté une petite boule de papier par la porte d'entrée. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait une bague en argent noirci. Sur la bague, 2 noms étaient gravés, Isabelle et Lucas. C'était l'alliance que ma belle-mère lui avait passée au doigt le jour de leur mariage. D'une main tremblante, j'ai donné la bague à ma belle-mère. Elle l'a prise, s'est effondrée et a fondu en larmes. Mon Dieu, son alliance. Mon mari a regardé la cour et a dit d'une voix sourde, « Il ne veut plus faire de mal à personne. Il veut juste que maman sache qu'il est en vie. » Ma belle-mère a dit, la gorge nouée, « Si c'est le cas, je veux le voir, ne serait-ce qu'une seule fois. Qui qu'il soit, quoi qu'il m'ait fait, il reste mon enfant. » 2 jours plus tard, des gens ont découvert une petite cabane dans les bois, à 1 kilomètre du cimetière. À l'intérieur, une couverture, de la nourriture sèche et un carnet. Sur la première page, il était écrit « Je vous observe sans cesse. Je ne peux pas me montrer car je ne suis plus une personne ordinaire. » Sur la dernière page, une seule ligne tremblante, maculée de larmes. « Le jour où vous vous pardonnerez, je trouverai enfin la paix. » Quand la police a apporté le carnet, ma belle-mère l'a simplement serré contre son cœur, sans un mot. Toute la nuit, elle est restée assise dans l'entrée, regardant la forêt sombre. Je savais qu'au fond de son cœur, elle croyait que Lucas était toujours quelque part, rôdant toujours autour de la maison, l'observant toujours de loin, comme un fils qui n'avait jamais été pleinement aimé. Et cette nuit-là, alors que je fermais la porte, un courant d'air froid a fait vaciller la lumière de la lampe avant de l'éteindre. Dehors, j'ai entendu le bruit léger de pas sur le carrelage mouillé. Très lent, très proche. J'ai tourné la tête et j'ai regardé par la fenêtre. Dans l'obscurité totale, une silhouette décharnée vêtue de vieux habits se tenait silencieusement sous l'orme, regardant en direction de la maison. Le lendemain matin, la rumeur selon laquelle Lucas avait été vu dans la forêt derrière le cimetière s'est répandue, mettant tout le village en émoi. Il boitait, portait un vieux chapeau et traînait un petit sac. Par peur, personne n'osait s'approcher. La rumeur s'est propagée comme une traînée de poudre et la gendarmerie s'est présentée chez nous. Mon mari, ma belle-mère et moi avons tous été interrogés. Ma belle-mère a dit avec un calme étrange, « Si c'est vraiment lui, s'il vous plaît, ne lui faites pas de mal. Je veux voir mon fils. » Le gendarme a hoché la tête. « Nous ferons de notre mieux pour résoudre cela pacifiquement. Mais s'il résiste, nous comptons sur votre compréhension. » Ma belle-mère a simplement baissé la tête. « Cet enfant est déjà mort une fois. Je veux juste lui donner une chance de vivre une vie normale. » L'après-midi, mon mari et moi avons rejoint les équipes de recherche dans la forêt. La forêt était dense, une épaisse couche de feuilles mortes recouvrait le sol. L'air humide, l'odeur âcre de la terre et une odeur de métal rouillé portée par le vent me donnaient la chair de poule. Quand nous sommes arrivés à la cabane découverte par la police, elle était vide. Le carnet avait disparu, ne laissant que quelques traces de sang séché et un morceau de papier à moitié brûlé dans le foyer. Je ne peux plus reculer. Je dois tout finir avant qu'il ne me trouve. Glacé d'horreur, je me suis tourné vers mon mari. Qu'est-ce qu'il a l'intention de faire? Mon mari est resté silencieux, le regard lourd. Il veut être se venger de quelqu'un. Mais de qui? Ni maman ni nous ne sommes sa cible. C'est alors qu'un gendarme a crié. « Monsieur Julien, Madame Chloé, venez voir ça. » Près d'un tronc d'arbre, un vieux téléphone portable emballé dans un sac en plastique avait été retrouvé. En l'ouvrant, il ne contenait qu'une vidéo de 18 secondes. L'image tremblait, et la voix rauque de Lucas a retenti. « Maman, savez-vous qui m'a mis dans cet état? Ce n'est ni Sylvie Durand, ni mon père. C'était elle.
Puis, l'écran est devenu noir. Le visage de elle n'était pas visible. Je suis resté sans voix. Qui était cette femme? Mon mari m'a regardé, confus. Maman, peut-être? J'ai secoué la tête. Non. Maman avait une sincère pitié pour lui. Alors, qui d'autre? La police a saisi le téléphone pour l'analyser, et cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Toutes les possibilités tourbillonnaient dans ma tête. Le lendemain matin, une nouvelle stupéfiante est tombée. Une femme mystérieuse s'était rendue à la gendarmerie du canton. Elle a avoué avoir aidé Lucas à s'évader et lui avoir fourni de l'argent et un abri dans la forêt. Cette femme n'était autre que la propre sœur de mon beau-père, Michel Dubois, c'est-à-dire la belle-sœur de ma belle-mère, Sandrine Dubois. J'étais anéanti. Mon mari a frappé la table. « Tante Sandrine? Pourquoi ?» Le chef de la gendarmerie a dit d'une voix solennelle. Madame Sandrine Dubois a déclaré qu'elle voulait se venger de sa belle-sœur. Elle a toujours cru que lorsque Michel Dubois s'est enfui, c'est sa femme, Isabelle Dubois, qui l'avait poussé à la faillite. Elle a nourri cette rancune, a retrouvé le fils abandonné, Lucas, et l'a utilisé comme un instrument de vengeance. J'ai crié. Alors le cerveau derrière toute cette affaire, c'était ma tante? C'est exact. C'est Sandrine Dubois qui a présenté Lucas à Sylvie Durand, qui lui a appris comment approcher Isabelle Dubois et qui a planifié le mariage pour lui prendre sa fortune. Après l'arrestation de Lucas, elle a secrètement organisé son évasion. Tout le monde était sans voix. Ma belle-mère, assise à côté, le visage blanc comme un linge, a murmuré « Ce n'est pas possible. Sandrine ne me ferait jamais ça. J'ai été si bonne avec elle. » Le gendarme a hoché la tête et a dit d'une voix sourde « La rancune, une fois qu'elle s'installe dans le cœur d'une personne, est plus redoutable qu'une arme. » Et, madame, Sandrine Dubois a avoué un autre fait glaçant lors de son interrogatoire. Lucas n'est pas mort par accident. C'était une mise en scène que j'ai orchestrée. Il était gravement blessé. Je l'ai sorti et caché dans la forêt. Mais il savait tout. Il savait que je ne l'utilisais que comme un outil. Quelques jours avant sa disparition, il m'a dit qu'il allait voir sa mère. Je l'ai supplié de ne pas le faire, mais il n'a pas écouté. Je n'imaginais pas qu'il le ferait vraiment. En entendant cela, ma belle-mère s'est effondrée en sanglots. Elle pleurait à fendre l'âme. Alors il ne me haïssait pas. Il voulait juste voir sa mère une dernière fois. La pièce est tombée dans le silence. Cette nuit-là, j'ai accompagné ma belle-mère à la tombe de Lucas. Le ciel nocturne était froid, la lune à peine visible derrière les nuages gris. Ma belle-mère s'est agenouillée à côté de la tombe et a dit d'une voix tremblante « Mon enfant, ta mère sait tout maintenant. Maman a pardonné à tout le monde, ta tante et tous ceux qui ont fait du mal à maman. Si tu es encore dans les parages, s'il te plaît, pars l'esprit en paix. » Un vent fort a soufflé, éteignant la bougie que je tenais. Dans ce silence, j'ai entendu quelque chose tomber légèrement derrière moi. En me retournant, j'ai vu une petite photo trempée par terre. Je l'ai ramassée et essuyée. Sur la photo, prise de loin, on voyait Lucas et ma belle-mère. Au dos, une écriture maladroite. Je vous ai toujours observé, mais maintenant, je pars vraiment loin. Ma belle-mère, tremblant de tous ses membres, pleurait sans fin. Il était en vie. Il est encore en vie. Chloé. J'ai pris la main de ma belle-mère et j'ai dit, la gorge nouée. Il a probablement fait ça pour que vous ayez l'esprit tranquille. Maman, elle a hoché la tête en silence. C'est bien aussi, que les gens le sachent ou non, tant que l'esprit est en paix, cela suffit. Un mois plus tard, l'affaire a été classée. Sandrine Dubois a été condamnée à 4 ans de prison pour complicité et obstruction à la justice. Avant de partir, elle a pris la main de ma belle-mère et a pleuré. Belle-sœur, j'ai eu tort. J'ai cru que vous m'aviez pris mon frère Michel, et je vous ai haï. Mais au final, c'est moi qui l'ai empêché de vivre ou de mourir. Je suis désolé. Ma belle-mère l'a regardé et a dit d'une voix rauque, « Nous sommes toutes les deux des femmes. La haine ne fait que rendre les femmes plus malheureuses. Je te pardonne, mais tu dois aussi te pardonner toi-même. » La vie a lentement repris son cours, mais chaque nuit, je voyais ma belle-mère assise près de la fenêtre, regardant au loin la forêt. Une fois, je lui ai demandé, « Maman, vous pensez encore à Lucas ?» Elle a souri faiblement. Son regard était lointain. « Non, je n'y pense plus. Je suis juste soulagé de savoir qu'il est en vie, où qu'il soit. »
Il n'est plus l'enfant perdu d'autrefois. Puis elle s'est tournée vers moi et a dit doucement, « Tout le monde a sa part d'ombre. Mais si quelqu'un vous pardonne, cette obscurité s'estompe peu à peu. » J'ai pris sa main. Un sentiment étrange m'a envahi. Au milieu de toute cette tragédie, la seule chose qui restait était l'affection humaine. Quelque chose de plus fort que n'importe quelle haine, mais aussi fragile qu'une faible lueur. Dehors, le jour se levait. Les premiers rayons de soleil traversaient la forêt et se glissaient par la fenêtre. Dans la brume matinale, j'ai cru voir une silhouette décharnée en vêtements gris, debout au pied de la colline, souriant en regardant la petite maison. J'ai cligné des yeux, et la silhouette a disparu. Il ne restait que le sifflement du vent et une légère odeur de santal flottant dans l'air. Peut-être que Lucas était vraiment devenu libre. 5 ans ont passé. Après toutes ces tempêtes, la vie de notre famille a enfin trouvé une paix rare. Mon mari est maintenant le patron d'un petit atelier de menuiserie, et je gère notre café familial. Ma belle-mère vit toujours dans son village, passant ses matinées à cultiver son potager et ses soirées à brûler de l'encens devant les autels de mon beau-père et de Lucas. Je pensais que tout était terminé, mais le destin a encore une fois mis à l'épreuve le cœur des hommes. Ce jour-là, mon neveu Théo, maintenant âgé de 8 ans, courait dans la maison de sa grand-mère. En fouillant dans une vieille malle en bois, l'enfant a crié « Mamie, il y a de belles photos dans cette boîte. » Ma belle-mère, pensant qu'il s'agissait de vieilles photos, a souri avec bienveillance. « Alors, apporte-les à mamie pour qu'elle voie. » L'enfant a apporté avec enthousiasme une petite boîte en bois, vieille et finement sculptée. Ma belle-mère a immédiatement reconnu la boîte que Lucas avait laissée dans sa cabane dans la forêt. Après la clôture de l'affaire, la police la lui avait rendue, mais la considérant comme une relique, elle ne l'avait jamais ouverte. D'une main tremblante, elle a soulevé le couvercle. À l'intérieur, à côté de quelques papiers jaunis et d'une bague en argent usé, il y avait une photo d'une jeune femme tenant un nouveau-né. Au dos, il était écrit « Corse, 2018 ». Maman et son fils attendent papa, ma belle-mère est restée figée. D'une main tremblante, la voix étranglée. « Mon Dieu, qui est-ce ? Mon mari et moi sommes arrivés en urgence. » En voyant la photo, mon mari est resté sans voix. Cette personne ne m'est pas inconnue. Regarde bien. En regardant de plus près, j'ai reconnu la jeune femme sur la photo. C'était une jeune fille nommée Kim qui avait travaillé brièvement dans l'atelier de mon mari il y a 6 ans. À l'époque, elle disait être originaire de Corse, était silencieuse et réservée. Et après seulement 3 mois, elle avait démissionné précipitamment sans laisser d'adresse. Je me suis souvenu que Kim avait dit qu'elle avait un fiancé injustement emprisonné et qu'elle l'attendait. À l'époque, je n'y avais pas prêté attention, mais maintenant, toutes les pièces du puzzle s'assemblaient. Cet homme, c'était Lucas. Ma belle-mère était anéantie. Alors, il avait une femme et un enfant ? J'ai hoché la tête en silence. Probablement. La photo a été prise en 2018 et il a été arrêté fin 2020, donc il aurait pu avoir un enfant à ce moment-là. Mon mari a serré ma main et a dit d'une voix sourde, « Si c'est vrai, cela signifie qu'il y a un autre membre de notre famille quelque part dans le monde. » L'atmosphère dans la pièce s'est alourdie, et le vent qui s'engouffrait par la porte a fait vaciller les bougies de l'autel. Ma belle-mère s'est effondrée sur sa chaise et a pleuré sans fin. Mon Dieu, pourquoi sa vie a-t-elle été si tragique ? Abandonné toute sa vie, et personne ne savait même qu'il avait un enfant. Le lendemain matin, toute la famille a décidé de se rendre en Corse pour retrouver la femme de la photo. Grâce à la photo, nous avons pu obtenir l'aide de la police locale. Après près de 2 jours, ils nous ont informé qu'une femme nommée Kim avait vécu en location à Bastia jusqu'à il y a 3 ans, avant de partir en confiant son enfant de 4 ans à sa propriétaire. J'ai demandé d'une voix tremblante, « Cet enfant est-il encore en vie ?» Il est en vie. Mais maintenant, personne ne sait qui sont ses vrais parents. Nous nous sommes immédiatement rendus à cette ancienne pension. La propriétaire était une femme au grand cœur. Kim était une si gentille fille. Elle élevait son enfant seule. Elle disait que le père de l'enfant travaillait loin et ne pouvait pas venir. Un jour, après un appel téléphonique, elle a fondu en larmes, m'a confié l'enfant en disant qu'elle partait chercher son mari et n'a plus jamais donné de nouvelles. J'ai demandé « Où est cet enfant maintenant ?» La propriétaire a désigné un garçon d'environ 8 ans qui jouait avec un chat dans la cour. On l'appelle Théo. Je l'élève depuis qu'il est tout petit. Ma belle-mère s'est approchée et a regardé attentivement le visage de l'enfant.
De grands yeux, un coin des lèvres légèrement relevé, un nez délicat. Il ressemblait trait pour trait à Lucas. Ma belle-mère, tremblant de tous ses membres, a fondu en larmes. Mon Dieu, c'est bien lui. J'ai eu la gorge nouée. Mon mari ne savait pas quoi faire. Devrions-nous le ramener? Ma belle-mère a essuyé ses larmes. Non, ne nous précipitons pas. Il faut être sûr. Nous avons demandé à la police de faire secrètement un test ADN. 3 jours plus tard, les résultats sont tombés. Probabilité de lien de parenté entre ma belle-mère et Théo, 99,9%. Personne n'a pu dire un mot. Ma belle-mère s'est effondrée, a pris la main de l'enfant et a sangloté. Mon enfant, le ciel a eu pitié de moi. Il n'a pas laissé sa lignée s'éteindre. L'enfant a regardé ma belle-mère et a demandé innocemment « Qui êtes-vous, madame ?» Ma belle-mère a essuyé ses larmes et a souri. « Je suis ta famille, mon enfant, ta grand-mère. » La propriétaire avait aussi les larmes aux yeux. « C'est un bon garçon. Pour moi qui n'ai pas d'enfant, il était comme mon propre fils. Mais, si vous êtes vraiment sa grand-mère, je suis si heureuse qu'il ait une vraie famille. » Ma belle-mère a pris la propriétaire dans ses bras et a pleuré sans fin. « Merci d'avoir élevé cet enfant. À partir de maintenant, je vous revaudrai cette bonté. » Ce soir-là, toute la famille était assise autour de l'enfant. Léo et Théo se sont vite liés d'amitié, riant et jouant. Mais dans les yeux de ma belle-mère, j'ai vu de la joie mêlée de tristesse. Son sourire est le même que celui de son père, Chloé, mais son regard est aussi triste que celui de son père autrefois. J'ai pris la main de ma belle-mère. « Ne vous inquiétez pas, maman. Je l'élèverai comme mon propre fils. » Elle a hoché la tête en silence. Je n'oublierai jamais cette grâce de toute ma vie. Mais alors que tout le monde était plongé dans l'émotion, la propriétaire a soudain dit « Oh, j'allais oublier. Depuis quelques mois, quelqu'un envoie régulièrement de l'argent pour l'entretien de Théo. Le nom n'est pas mentionné, il est juste écrit, de la part d'un ami de l'enfant. » Le silence est tombé dans la pièce. Mon mari a demandé avec empressement « Avez-vous l'enveloppe ?»« Oui, la voici. » Sur l'enveloppe, une écriture maladroite et hâtive. « Je suis encore en vie. Prenez bien soin de mon fils à ma place. Ne me cherchez pas. Je suis resté sans voix. » Ma belle-mère, la main tenant la lettre, tremblait. Elle la serrait si fort qu'elle en était froissée. « C'est impossible. Lucas est encore en vie. » Mon mari m'a regardé. Ses yeux étaient rouges. Il n'est probablement jamais parti. Je me suis souvenu du vent qui s'engouffrait par la porte, de la lumière qui vacillait, de l'ombre qui se profilait dans l'entrée. Maintenant, tout me semblait se refermer comme un cercle. Il n'avait jamais voulu faire de mal à personne. Il se contentait de regarder de loin, en silence, pour protéger. Sur le chemin du retour, dans la voiture, ma belle-mère regardait en silence les montagnes corses enveloppées d'une brume blanche. Elle a dit doucement, comme pour elle-même, « Si tu es encore en vie, j'espère seulement que tu es en paix. Et si tu es vraiment parti, crois bien que la plus belle chose que tu aies laissée dans ce monde, c'est cet enfant. » J'ai pris la main de ma belle-mère, mes yeux se sont embués. « Maman, le ciel est juste. Il vous a beaucoup pris, mais il vous a laissé la lignée de Lucas pour que vous puissiez aimer à nouveau. » La voiture roulait lentement dans la brume matinale. Au loin, à travers la vitre ouverte, j'ai cru voir un homme en vêtements gris, debout sur une colline, tenant un bouquet de chrysanthèmes blancs, suivant silencieusement la voiture du regard. Ma belle-mère a également tourné la tête par la fenêtre et a murmuré « C'est toi, Lucas ?» Personne n'a répondu, seul le sifflement du vent dans l'entrebâillement de la porte. Mais au fond de mon cœur, je savais, quelque part, il veillait toujours sur ceux qu'il avait aimés. Cet automne-là, en Corse, le brouillard s'est levé et un vent frais a balayé les vieux pins, rendant le cœur à la fois froid et serein. Notre famille a visité cette terre une dernière fois, non pas pour chercher quelqu'un, mais pour mettre un point final à tout. 30 ans de tragédie et de relations complexes. Nous avions apporté le journal de Kim, la femme que Lucas avait aimée et la mère de Théo. Il avait été retrouvé dans un vieux tiroir de son ancienne chambre. Le papier était jauni, et une légère odeur de fleurs émanait de chaque page. Ma belle-mère a lentement ouvert le journal et a commencé à lire. Chaque ligne était comme une lame silencieuse qui lui transperçait le cœur. Le jour où Lucas a été recherché, il est venu me voir.
Il était couvert de blessures, les yeux injectés de sang, mais il souriait. Il a dit qu'il ne voulait que personne ne sache qu'il était en vie. C'était la seule façon pour sa mère de trouver la paix. Il m'a demandé de cacher l'enfant, et si jamais il ne revenait pas, de dire à l'enfant que son père était un homme bon. Il savait qu'il ne pouvait pas revenir en arrière, mais il a choisi ce jour-là de sauver un enfant abandonné au bord de la route. Cet enfant est maintenant retourné dans les bras de sa grand-mère, alors s'il vous plaît, prenez bien soin de lui à ma place. C'est la seule façon pour moi de trouver la paix. Ma belle-mère est restée sans voix. Il s'est avéré que l'enfant que Lucas avait sauvé était Théo, un enfant que le ciel lui avait envoyé pour laver les péchés de son père. Tout ce que Lucas avait fait, partir, se cacher, regarder de loin, n'était pas pour échapper à ses crimes, mais pour protéger son enfant, sa mère, et même ceux qui l'avaient fait souffrir. J'ai pris la main de ma belle-mère et j'ai dit doucement, « Maman, vous avez vu, Lucas n'a jamais été une mauvaise personne. Il est juste né au milieu des erreurs des adultes et a essayé de rembourser cette dette avec le reste de sa vie. » Ma belle-mère a hoché la tête. Des larmes coulaient silencieusement. Son regard s'est tourné vers la vallée embrumée. Là, à Basse, les chrysanthèmes blancs que Lucas aimait tant étaient en pleine floraison. Il disait que s'il y avait une prochaine vie, il voudrait vivre simplement, cultiver des fleurs et être un homme bon. Être qu'il a réalisé son vœu maintenant. Mon mari a silencieusement brûlé de l'encens devant la petite tombe sur la colline. Sur la stèle, pas de nom, juste une simple inscription. À celui qui s'est perdu mais a su revenir. Nous sommes restés là longtemps. Ma belle-mère a joint les mains et a dit, la gorge nouée, va en paix. J'ai pardonné, et j'ai aussi appris à me pardonner. Personne n'est sans faute en ce monde. Savoir revenir, c'est tout ce qui compte. Le vent a soufflé, et la fumée de l'encens s'est élevée vers le ciel, se dispersant dans le brouillard. Toute la haine et la souffrance semblaient être emportées avec cette fine fumée. De retour au village, la vie a continué, mais elle n'était plus lourde. Théo a vécu avec nous, grandissant comme un enfant bon et doux. Il demandait souvent « Mamie, comment était mon papa ?» Ma belle-mère se contentait de sourire avec bienveillance. « Ton père a commis des erreurs, mais il a eu le courage de les réparer. C'est pourquoi mamie est fière de ton père. » À chaque fois, les yeux de l'enfant brillaient. Il mettait des chrysanthèmes blancs dans un vase et s'asseyait en silence à côté de l'autel, murmurant quelque chose que seul lui et les âmes de l'au-delà pouvaient entendre. J'ai compris. Le pardon n'est pas l'oubli, mais une façon de continuer à vivre sans porter le fardeau du passé. Ma belle-mère, qui avait tant souffert pendant tant d'années, a finalement trouvé la paix. Chaque matin, elle buvait son thé, écoutait le chant des oiseaux et regardait ses deux petits-enfants jouer dans la cour. Maintenant, le sourire sur ses lèvres était aussi chaud que le soleil. Mon mari pensait parfois à Lucas, perdu dans ses pensées. Être qu'au fond de son cœur, il restait un sentiment de culpabilité, celui d'un frère qui n'avait pas reconnu sa propre chair et son propre sang. Mais il ne fuyait plus. Au lieu de cela, il enseignait à ses enfants qu'il ne fallait pas juger quelqu'un sur son passé. Parfois, ce sont ceux qui ont commis des erreurs qui connaissent le mieux la valeur de la bonté. Un après-midi de fin d'année, ma belle-mère m'a dit « J'aimerais retourner en Corse une dernière fois pour déposer un bouquet de chrysanthèmes blancs sur cette colline. Je crois que Lucas pourra m'entendre. » J'ai hoché la tête. Ce voyage n'était pas pour se remémorer, mais pour mettre un point final à tout ce qui avait été douloureux. Sur la colline balayée par le vent, ma belle-mère s'est agenouillée et a doucement déposé le bouquet de fleurs sur la tombe, murmurant « Mon enfant, toutes les haines de ma vie sont terminées. Le temps qu'il me reste, je le vivrai en aimant. » Un vent fort a soufflé, et les pétales de fleurs ont brillé et se sont envolés dans la lumière du soir. Dans cette lumière, j'ai cru voir au loin une silhouette décharnée en vêtements gris, debout, souriant avec bienveillance. Je n'avais plus peur, mon cœur était aussi léger qu'une plume. Être qui n'était plus l'ombre sombre du passé, mais une âme libérée. Cette année-là, en Corse, il faisait particulièrement doux. Des chrysanthèmes blancs recouvraient toute la colline. C'était comme un adieu, ou des mots de pardon. Debout à côté de ma belle-mère, j'ai dit doucement « Maman, tout est fini maintenant. » Elle a hoché la tête et a dit d'une voix tremblante « Oui, c'est fini, mais je n'oublierai pas. Je ne peux pas oublier. C'est juste que maintenant, y penser ne fait plus mal. Nous avons quitté la colline au crépuscule.
Les derniers rayons de soleil teintaient d'or le petit chemin qui menait au village. Le son clair de la cloche d'une église, portée par la brise, a retenti au loin. Ma belle-mère s'est retournée une dernière fois, a joint les mains en silence et a prié. Lucas, repose en paix, tout est apaisé. Au-dessus de nous, les nuages se sont écartés, révélant une lumière douce, comme le sourire d'un défunt. Et pour la première fois depuis des années, j'ai vu ma belle-mère sourire sincèrement. Le sourire de quelqu'un qui, après d'innombrables tempêtes, a enfin trouvé la paix. Si l'histoire d'aujourd'hui a profondément touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, votre choix, laissez un j'aime et partagez vos pensées dans les commentaires. Chaque participation précieuse de nos spectateurs nous donne la force de vous raconter des histoires de vie plus profondes et plus humaines.